Entreprise et innovation aujourd'hui, immersion au cœur de l'ingénierie système qui doit faire face à de nombreux défis pour être toujours plus performante aujourd'hui. Vincent Hollet, CEO et fondateur de Gigli, est notre invité ce matin pour nous parler de ce logiciel qu'il a inventé pour aider les équipes de conception technique à trouver la bonne architecture produit et atteindre leurs objectifs. Bonjour Vincent Hollet. Bonjour Eleonore. Bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez mis en avant un terme méconnu jusqu'ici, il s'agit de l'intelligence humaine augmentée. Expliquez-nous ce que c'est et en quoi cette notion est différente de l'intelligence artificielle. Alors effectivement c'est un bon parallèle à faire. Alors l'intelligence artificielle, ça fonctionne avec des bases de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple lorsqu'on veut apprendre à un réseau de neurones à reconnaître un chien d'un chat, on va lui donner des milliers de photos de chiens ou de chats, il va apprendre à reconnaître les formes et puis ensuite on sera capable de dire c'est un chien ou c'est un chat que je vois sur cette photo. Voilà. Alors ça c'est très intéressant, ça donne de bons résultats sur des choses qu'on maîtrise bien. Par contre lorsqu'on veut concevoir un système nouveau, alors par exemple comme un train qu'on a derrière nous, ou un avion du futur à l'hydrogène, en fait on n'a pas de base de données de ce que va devenir l'avion hydrogène et ce qui va être. Donc finalement l'intelligence artificielle ne peut pas nous aider sur ce domaine-là. Donc l'intelligence humaine augmentée, ça a été créé pour combler ce gap-là. Donc d'une manière globale, on va chercher à capitaliser la manière dont les ingénieurs, si on est en conception de produits, vont penser l'avion du futur ou le train du futur. Et on va chercher à l'automatiser avec des ordinateurs pour être capable de générer cette base de données qui va nous permettre ensuite de travailler sur les systèmes nouveaux. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les industries de production d'automobiles du futur ou de trains du futur, ils se précipitent sur la première architecture produit qui se présente à elles et ils ne prennent pas forcément le temps d'exploiter d'autres possibilités? Alors, j'irai peut-être pas jusque-là, mais effectivement, aujourd'hui, on voit que le champ des possibles est très très large. Alors, on vit quand même, si on prend un peu de recul sur la situation, dans un monde extrêmement complexe. On se rend compte que la moindre petite décision qu'on prend en Chine peut impacter le monde en quelques secondes, en quelques semaines. Et c'est pareil sur un système. Le moindre petite décision qu'on prend sur un composant d'un train, par exemple, va pouvoir impacter l'intégralité du système. Donc on vit dans un monde extrêmement complexe et on se rend bien compte aujourd'hui que les ingénieurs, ils arrivent à un plafond de verre. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à gérer la surcomplexité des systèmes qu'on conçoit aujourd'hui. Alors, c'est pas un problème managérial, c'est pas un problème d'organisation, c'est même pas un problème de ressources humaines, parce que finalement, quand on ne sait pas comment adresser et résoudre un problème complexe, le nombre de personnes qu'on a ne va rien nous permettre de résoudre. Donc là, on a besoin de nouvelles technologies, de nouvelles solutions. Et donc des solutions d'intelligence humaine augmentée qui fleurissent un petit peu en ce moment font partie de ces solutions technologiques qui nous permettent de casser ce plafond de verre et finalement de mettre la valeur des hommes et des ingénieurs sur résoudre les vrais problèmes de notre société d'aujourd'hui. Alors justement, racontez-nous, expliquez-nous concrètement comment fonctionne le logiciel Gigli. Alors, les logiciels d'intelligence humaine augmentée d'une manière globale fonctionnent en deux grandes étapes. La première, c'est on va chercher à capitaliser le savoir-faire des hommes. C'est comment est-ce qu'ils pensent la conception d'un drone martien par exemple pour aller explorer Mars. On va capitaliser cette savoir-faire et puis leur donner des portfolios, donc des catalogues de solutions techniques, de moteurs, de drones martiens, etc. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, un peu cachée, c'est les ordinateurs vont utiliser ces réseaux de neurones dont on maîtrise bien le savoir-faire et la connaissance pour explorer des solutions. Et la deuxième partie, c'est en fait on va rendre la main à l'ingénieur, aux équipes projet, pour dire on va jouer des jeux de contraintes pour être dans la vraie vie et puis on va voir en temps réel les solutions qui s'offrent à nous, qui vont permettre de résoudre le problème. Et donc l'ingénieur va décider, prendre la décision de dire quel système il veut finalement développer pour résoudre un problème émergent. C'est un processus qui s'étend sur combien de temps au final, avant de trouver la bonne architecture? Alors, tout dépend de la complexité qu'on veut résoudre. Quand on parle de smart grid ou de ville intelligente, le process est un peu plus long parce que la complexité est vraiment très élevée. Sur des systèmes plus petits, ça va de 3 mois à 6 mois pour être capable d'embrasser une complexité très large qu'on ne serait pas capable de faire avec des hommes. Alors, quels sont les principaux produits pour lesquels Gigli a mis en œuvre son architecture produit et ceux qui pourraient arriver dans le futur? Alors, d'une manière globale, on travaille sur beaucoup de systèmes qu'on va avoir dans la vie de tous les jours de demain. Alors, les systèmes autonomes, donc on parle de trains, on parle de voitures autonomes, des systèmes plus axés sur l'énergie, donc on parle de smart grid, l'équilibrage entre les énergies renouvelables et non renouvelables pour équilibrer les réseaux dynamiques, tout ce qui est batterie, etc. Beaucoup de systèmes aussi dans le domaine de l'aérospatial, donc on a parlé de la colonisation de Mars, des satellites, etc. Et puis donc ça c'est les choses qui arrivent aujourd'hui. Alors il y a aussi les lanceurs réutilisables, on a pris un peu de retard sur les États-Unis, donc on va aider l'Europe et les industriels européens à récupérer un peu ce retard. Et puis les systèmes nouveaux qui arrivent, c'est sortir un peu aussi de l'ingénierie. On parle aujourd'hui beaucoup de télétravail, et on se rend compte que tout ce qui est soft skills, c'est des choses qui sont aujourd'hui très peu maîtrisées pour être capable de dire comment est-ce que les gens vont finalement mieux travailler ensemble. On voit aujourd'hui que c'est plutôt le télétravail qui cherche ces outils de collaboration, et aujourd'hui on a tout ce champ des possibles qui est à explorer. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres secteurs pour lesquels la croissance exponentielle des données nécessiterait cette intelligence humaine augmentée?
Alors d'une manière globale, il y a deux paramètres qui sont importants. Le premier, on l'a vu, c'est la complexité. C'est dès qu'on a des systèmes qui sont extrêmement complexes, où on arrive à se dire un seul cerveau humain n'est plus capable d'embrasser l'intégralité de la complexité, on a besoin, ou en tout cas ça apporte beaucoup de valeur d'utiliser ce genre de logiciel qui va finalement supporter les équipes projet. C'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est la concurrence. Parce que lorsqu'on a besoin de pousser le développement, les produits, les services vers des niveaux de performance beaucoup plus élevés, on a une vraie valeur ajoutée à utiliser ce genre de logiciel qui va nous permettre de gagner un cran d'avance sur la concurrence. Est-ce que ce genre de technologie va avoir un impact sur le monde du travail ? Alors oui, toutes les technologies ont un impact sur le monde du travail, bien évidemment. Alors peut-être qu'il vaudrait mieux parler du retour d'expérience qu'on a chez nos clients actuels. On travaille depuis quelques années avec de grands industriels. Aujourd'hui, les grands industriels avec qui on travaille n'ont pas réduit leurs équipes d'ingénierie, par exemple si on parle de conception, pour concevoir. En fait, ils ont simplement déplacé la valeur. C'est-à-dire qu'au lieu que les ingénieurs fassent, défassent et refassent parce que quelque chose a changé dans leur environnement, en fait, ils avancent davantage sur leurs connaissances. C'est les ordinateurs qui vont rejouer la musique s'il y a besoin de rejouer la musique. Et finalement, ils déplacent leur valeur vers des lieux à plus forte innovation, à plus forte valeur ajoutée. Et puis ils travaillent sur des projets qu'on ne traitait plus avant, résoudre des problèmes ultra complexes de la société qui étaient inatteignables avant d'un point de vue humain. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle de l'éco-startup Gigli qui met en relation les startups et les industries. Pourquoi vous avez décidé de lancer cet écosystème et comment fonctionne-t-il ? Alors on n'est pas un incubateur d'entreprise, bien évidemment, et on a quand même fait le constat que les grands industriels ne savaient pas toujours comment utiliser des technologies émergentes de start-up. Et puis quelquefois les start-up émergentes n'arrivent pas à avoir accès à ces grands groupes. Et en fait, donc on a nous créé un éco-startup qui est très simple. Donc c'est les start-up qui le souhaitent peuvent modéliser leur technologie avec Gigli, et ensuite on va proposer aux industriels d'utiliser leur technologie sous forme de boîte noire pour le tester à différents endroits de leur système et voir si ça apporte de la valeur et comment ça peut apporter de la valeur. Voilà, donc vous êtes simplement du in-between entre les deux pour dire aux grands industriels, il y a des technologies émergentes qui ont beaucoup de sens dans vos problématiques que vous ne savez pas forcément encore résoudre. Et puis aux startups en disant, on peut adresser différents marchés peut-être un peu différents de ce que vous aviez imaginé au début pour résoudre des problèmes émergents. C'est des modèles qui seront applicables à différentes entreprises. Exactement. Ouais. Voilà, exactement. Donc, on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle qui apprend à reconnaître un chien avec plein d'images de chiens. Quand vous allez capitaliser le savoir-faire, par exemple pour explorer, étudier ou concevoir des batteries, vous savez dire à un réseau intelligent d'intelligence humaine augmentée, appliquons ça à un problème d'avion, appliquons ça à un problème de voiture et ça va savoir s'adapter automatiquement. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des concurrents de Gigli qui existent en France ou dans le monde ? Alors en France il n'y en a pas vraiment. Dans le monde il y a des gens qui ont ce type d'approche, il y a des grands cabinets américains qui le font mais de manière peu outillée. Nous ce qu'on a cherché à faire c'est à investir sur l'outil qui permet aux gens, aux ingénieurs, aux concepteurs, aux industries d'être autonomes dans la capitalisation de leur savoir-faire. Aujourd'hui on est arrivé sur un degré de maturité qui est très très fort. Capitaliser la manière de penser d'un ingénieur, ça revient quasiment à faire un fichier Excel et c'est des algorithmes qui vont extraire le savoir-faire cognitif et qui vont le reprogrammer pour être capable d'explorer un champ des possibles. Je pense à Elon Musk par exemple. Est-ce que c'est une personnalité avec qui vous pourriez travailler sur des projets du futur ? On sait qu'il a l'ambition de faire vivre les gens sur Mars, etc. Oui, alors c'est un bon exemple. Alors c'est un très grand communicant. C'est vrai aussi que il y a quelques années il a lancé des grands projets très ambitieux, SpaceX, Tesla, etc. Il y a une quinzaine d'années, personne n'y croyait. Tout le monde rigolait en disant faire des lanceurs réutilisables dans l'aérospatiale, vous vous rendez pas compte, c'est pas possible. Finalement, il a trouvé un peu l'architecture qui allait permettre de résoudre ça. Et aujourd'hui, il a pris beaucoup d'avance parce que justement, il s'est dit, je vais prendre le contre-pied à des choses un peu classiques qu'on faisait. Ce qu'on fait finalement lorsqu'on va étudier des logiciels avec des logiciels comme Gigli, un champ des possibles complètement nouveau. Et c'est vrai que ça crée de la valeur, ça crée de la rupture. Et quelquefois, on prend beaucoup d'avance sur des concurrents qui sont vite dépassés par une nouvelle architecture qui est beaucoup plus optimale. Alors on vit une année un peu compliquée avec cette crise sanitaire. Quels sont les prochains enjeux de Gigli ? Nos prochains enjeux, c'est de continuer notre croissance, d'accélérer toujours. Donc chez les clients chez qui on est déjà présent, de continuer à se déployer. Ça se fait naturellement petit à petit. Et puis effectivement, c'est d'adresser de nouveaux marchés dans différentes technologies parce qu'on voit bien que l'émergence de la complexité et de tout ce qui est intriqué dans nos sociétés fait que ce genre de logiciel a un bel avenir pour résoudre les problèmes de demain et qui feront les produits et les services qui feront nos vies dans les 10 prochaines années. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Vincent Hollet d'avoir été avec nous. Et puis pour en savoir plus sur Gigli, rendez-vous sur le site gigli.net. Merci à vous, très bonne journée.